dépense d'énergie humaine mesurée par le temps. Et donc le travail dans le capitalisme joue un rôle social seulement par son côté abstrait. C'est ce côté abstrait qui, pour sa pure quantité, indépendamment de tout contenu, qui donne cette valeur qui se représente dans ce processus compliqué dans une certaine quantité d'argent. Et donc les êtres humains, de certaine manière, ils ne peuvent pas vraiment gérer ce processus, même s'ils l'ont créé, mais ils l'ont créé derrière leur dos, comme le dit Marx, sans le savoir, et donc ils ne peuvent pratiquement que courir derrière ce processus et tenter de survivre grâce à leur adaptation à ce processus. Donc le véritable sujet dans le capitalisme, donc ce ne sont pas les êtres humains, c'est ni le prolétariat, mais même pas la bourgeoisie, donc il n'y a pas une classe dominante qui vraiment crée et gère ce système, au-delà de l'immédiat. Donc le véritable sujet, exactement, c'est ce mécanisme fétichiste qui est échappé aux êtres humains, et donc il met finalement les êtres humains à leur service. Et donc ça veut aussi dire que donc, chez Kurt et Postoni, ça veut aussi dire la rénonciation à toute critique moralisante ou psychologisante du capitalisme. Donc, le capitalisme n'est pas la question de l'avidité d'une poignée de capitalistes ou de spéculateurs et d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit les trouver sympathiques, les capitalistes et les spéculateurs, mais eux, ce ne sont pas eux qui créent ce système. Ça veut aussi donc dire qu'on ne va pas sortir du système capitaliste en changeant le personnel de gestion, ni simplement en socialisant les moyens de production. Après, c'est surtout Postone qui insiste sur le fait que le travail dans le capitalisme est la médiation sociale principale. Et donc là, il applique donc cette idée centrale pour la critique de la valeur de ne pas faire une critique du point de vue du travail du travailleur, comme on toujours fait le marxisme traditionnel, mais de faire une critique du travail, une critique adressée au travail. Une critique qui n'est pas seulement, même si elle inclut cela, une critique de la fatigue imposée, donc ce n'est pas seulement une critique au nom de la paresse ou au nom de la belle vie, même si cet aspect existe sur tout ce cours. Et donc ce n'est pas seulement une critique, disons, phénoménale du travail en tant que par sa dégradation, par exemple à travers l'automatisation ou la taylorisation, comme c'est le cas aussi chez Lukács, chez Histoire et Conscience. Ce que, surtout, Postone et Kurz critiquent si fortement, c'est le rôle social du travail qui est unique dans le capitalisme. Et comme Postone surtout l'explique, dans toutes les sociétés pré-capitalistes, le travail était géré par d'autres instances sociales qui pouvaient d'ailleurs aussi être assez mauvaises, ça pouvait être une domination directe du type féodal ou militaire. On peut aussi imaginer une distribution du travail faite par une société post-capitaliste consciente. Et dans tous ces cas-là, le travail est quelque chose qui est distribué, le travail, les flux du travail sont distribués par d'autres mécanismes sociaux qui sont en général ouverts, qui sont visibles et illisibles. Ce n'est que dans le capitalisme, parce que le travail, même qui dit donc la médiation sociale, chaque acteur social existe en tant que porteur d'une certaine portion du travail, ou son propre travail ou le travail des autres, donc elle a réussi à s'approprier. Et donc tous les êtres humains existent en tant que travailleurs ou exploitants du travail des autres. Et cela n'est pas un rapport conscient parce qu'il ne suffit pas de travailler, puisque donc, le travail même dans sa face concrète n'est que le support matériel nécessaire, mais la seule chose qui intéresse vraiment dans le capitalisme, c'est l'accumulation de la valeur sous forme de capital. Là, c'est donc, comme je dis, c'est un process fétichiste, un procès qui arrive de manière automatique. Donc, on ne peut pas choisir comment reproduire le capital. C'est un processus anonyme et collectif où les acteurs des marchés doivent aussi s'adapter à ce processus. Donc la réalité de la vie économique se présente toujours à tous les acteurs comme une espèce de donnée, donc une donnée en plus en développement permanent sur laquelle on n'a pas de prise. Et donc
la place des acteurs sociaux et finalement aussi leur expression culturelle, symbolique et d'autres dépendent de cette réalité du travail. Donc, surtout dans la lecture des postaux, le capitalisme n'est pas du tout une société qui nie la réalité du travail, mais comme l'affirmait le matérialisme historique de le marxisme, au contraire, est la seule société qui est basée sur le travail, où l'homme existe en fonction du travail et pas le travail en fonction de l'être humain. Et donc, cela va aussi dire, chez Coates et Postone, il y a aussi une forte critique du matérialisme historique. Et donc, pas au nom d'un simple renversement, il n'y a pas de retour vers une espèce d'idéalisme comme on peut le trouver dirigé par exemple chez Michel Foucault. Mais il y a l'idée que le fond de médiation sociale, dans surtout le travail ou dans la société moderne, donc crée elle-même des formes qui sont en même temps subjectifs et objectifs. Donc il n'y a pas une priorité à ce moment-là entre le côté économique et le côté, disons, matériel. Parmi les pages les plus intéressantes de l'œuvre de Postone, il y a aussi sa recherche historique sur le temps abstrait, donc sur ce processus qui a commencé à la fin du Moyen-Âge, où le temps perd son caractère concret lié au rythme naturel pour devenir un temps mathématique abstrait, toujours égal, et donc un temps purement quantitatif. Et donc, on ne pourrait pas dire si ce temps, donc ce processus est parallèle effectivement à la naissance de l'économie capitaliste. Donc, et on ne pourrait pas dire que ce temps abstrait est le simple reflet de la réalité économique, comme peut-être l'aurait fait un matérialisme historique traditionnel. On ne peut pas non plus dire que le temps historique, donc sur le plan symbolique, est ce qui vient premier pour se reproduire ensuite simplement dans la réalité économique. Parce que ce sont deux choses qui vont toujours ensemble. Et alors je vais aller un peu plus vite. Alors donc Postone, il a surtout analysé cette question du temps abstrait tandis que Coates, il a aussi écrit plusieurs livres d'histoire du capitalisme. Donc chez Coates, il y a beaucoup plus une analyse donc aussi des données concrètes. Et j'ai déjà cité son livre sur le collapsus de l'effondrement de la modernisation, où il donnait une lecture qui allait beaucoup au-delà des critiques qu'on avait toujours adressées à l'Union soviétique. Pour la gauche radicale, l'Union soviétique était soit une société simplement capitaliste, ou était une société en vérité socialiste, mais qui était dévoyée par une couche bureaucratique, comme disait la thèse trotskiste. L'intérêt du livre de Coates était aussi de démontrer que ça restait comme une société basée sur la valeur et le travail abstrait, mais sans marché. Et que la fonction historique de l'ours était la modernisation, le rattrapage, concept très intéressant introduit par Coates. Il affirmait que surtout l'Union soviétique, mais aussi après la Chine ou d'autres pays extra-européens, avait effectivement choisi, si on peut dire le modèle communiste, en vérité, n'avait rien à voir avec le communisme, mais était essentiellement une manière pour, à travers la centralisation de l'économie, à rapidement implanter les industries de base, en par rapport au marché mondial qui n'aurait pas permis le développement d'une réalité autonome. Et donc, en vérité, l'Union soviétique avait rapidement établi les catégories de base du capitalisme, comme par exemple l'argent dans les rapports quotidiens, ce n'était pas le cas dans la Russie, par exemple, pré-soviétique, qui était encore largement un pays pré-industriel. Donc au-delà de la mauvaise ou bonne volonté, de l'autoritarisme des bolcheviks, etc., ici on donne plutôt une lecture de la fonction historique de ce genre de société. Et qui, Coates, n'est pas du tout une raison pour les Occidentaux de souligner, par exemple,
le monde démocratie et le monde soviétique, qu'on se rappelle aussi avec quelle violence le capitalisme a été introduit par exemple en Angleterre. Donc c'est la même chose dont parle Marx sur le chapitre sur l'accumulation positive. Il a dit en vérité ce qui faisait frémir d'horreur les Occidentaux en regardant l'Union soviétique de Staline ou la Chine, en vérité n'était qu'une espèce de condensé de ce qui s'était passé sur une phase plus longue et donc dans la même société occidentale. Et Kurz avait aussi démontré pourquoi une telle, après avoir implanté les industries de base, une telle réalité ne pouvait quand même pas maintenir la compétition avec les sociétés occidentales, parce qu'une société des valeurs, mais sans marché, marche finalement de son principe régulateur. Donc, un autre aspect, donc, pour terminer avec ceux qui ont un peu en commun, Kurz et Postone, donc évidemment se pose le problème comment sortir du capitalisme. Donc ce n'est pas une critique purement, disons, abstraite et désintéressée, mais il garde quand même beaucoup de méfiance envers les mouvements sociaux, donc envers toutes les autres critiques prétendues du capitalisme. Il démontre que la très grande majorité des critiques qui ont été adressées et qui continuent à adresser au capitalisme restent avec des catégories immanentes, parce qu'ils veulent simplement mieux distribuer les fruits de la production de la valeur, sans aller au-delà. Il suffit de penser un concept, par exemple, de haute valorisation, par exemple, des opéraïstes. Et au-delà de ça, donc, les deux ont aussi beaucoup écrit, surtout sur le danger de dérives antisémites, d'un certain anticapitalisme fausse ou tronqué. Et parce que le capitalisme est donc aussi un système profondément irrationnel, donc, qui crée sa propre idéologie, qui explique au sujet capitaliste aussi l'origine de leur malheur. Donc la valeur est quelque chose qui apparaît en vérité qu'on n'a pas d'adresse, donc on ne peut vraiment pas savoir qui est le coupable. Et donc historiquement, donc, les Juifs ont été le principal. Ce n'est pas seulement le bouc émissaire. Dans l'analyse des Postone, donc les Juifs ont pratiquement eu le rôle malheureux d'apparaître comme une incarnation de cette entité abstraite et insaisissable qui est la valeur. Donc dans la propagande nazie, donc les Juifs, et donc surtout ce qu'on appelait donc la conjuration juive internationale, apparaît comme cette espèce de sujet qui est derrière le mécanisme abstrait du marché. Et voilà pourquoi les deux auteurs insistent que ce n'est pas toute critique du capitalisme qui est bonne, il y a toujours une mauvaise critique de droite qui est toujours prête à réapparaître. C'était le cas entre les deux guerres, c'est aussi aujourd'hui à nouveau le cas. Et donc il y a donc facilement donc des formes d'antisémitisme qui, même si après camouflé en antisionisme ou en critique de l'État d'Israël, qui de certaine manière repropose ce vieux schéma que le capitalisme serait de certaine manière identique aux Juifs. Donc, surtout dans leur dernière écrits, c'est Postone qui existait sur ça et Kurz également, avec certains articles assez forts avec lesquels il ne s'est pas fait que des amis. Mais ils ont aussi insisté sur ce danger parce que ce qu'aujourd'hui souvent occupe le débat de la scène, c'est la finance. Donc il y a la critique du capitalisme aujourd'hui pour beaucoup de gens, c'est la critique de la finance. Donc on présente la haute finance et la banque, la spéculation, comme une espèce de parasitisme par rapport à une économie qui pourrait être saine et fonctionner. Surtout Kurz a démontré que c'est tout le contraire qui est vrai. En fait, le capitalisme en tant que mode de production qui au monde depuis quelques décennies ne marche plus, surtout dans le sens qu'il ne donne plus assez de profits véritables. La spéculation financière, loin d'être la cause des crises actuelles, au contraire, a été une espèce de béquille qui a permis encore des marchés, au capitalisme déjà défaillant des marchés encore pour quelques décennies. Donc la finance donc, a plutôt le capital fictif, comme l'appelle Marx,
donc a plutôt permis à la société marchande de continuer encore de manière artificielle sous profusion. Et donc, il est totalement erroné maintenant de s'en prendre aux spéculateurs et affirmer que si on réduit la spéculation, on va revenir par exemple vers une société du plein emploi. Donc là, la critique de la valeur se trouve donc complètement en porte-à-faux avec une partie des mouvements sociaux actuels. Et justement à critiquer aussi leur dérive antisémite potentielle. Alors je vais tenter d'aller un peu plus vite sur la différence qui sont quand même importantes. Alors il y a une différence de style et de position. Donc Postone est donc un universitaire et le développement traditionnel qui, malgré donc, cette polémique très forte contre le marxisme traditionnel, a aussi toujours continué à dialoguer avec eux. Il suffit de rappeler qu'une revue plutôt traditionnaliste comme Historical Materialism à Londres a consacré tout un gros numéro, par exemple, à un débat avec Postone. Et Kurz, au contraire, donc, qui vient plutôt du monde de la militance politique et a toujours gardé un caractère très polémique et donc hors des institutions. Et donc, c'est quelque chose plutôt qui a toujours attaqué à tête basse donc, tous ses adversaires et donc, qui ont donc souvent aussi préféré l'ignorer. Même entre Kurz et Postone, malheureusement, on a eu très peu de dialogue, quelques rencontres personnelles, quelques références dans les écrits respectifs, mais malheureusement, ils n'ont jamais vraiment discuté de leurs différences. Il faut aussi dire que Postone, il a surtout donc, proposé son interprétation de Marx, avec beaucoup de recours au texte et discuter l'apport d'autres théoriciennes, par exemple comme Habermas, comme Derrida, comme Bourdieu, etc. Et Kurz, là aussi, donc, très peu respectueux des disciplines universitaires, Kurz a écrit sur beaucoup plus de sujets, donc sur le sujet historique, sur le sujet culturel, sur la politique actuelle, sur le développement économique du marché mondial, sur le féminisme, etc. Donc, Kurz couvre un éventail beaucoup plus large de sujets dans ses écrits. Alors, une grande différence, alors, dans la lecture que donne Kurz et toute la branche allemande de la critique de la valeur, on insiste sur la différence entre un Kurz ésotérique et exotérique. C'est donc très important. Alors, dans cette lecture, le Marx ésotérique est celui qui a réussi à anticiper, de manière à saisir donc, la nature profonde de la société marchande dans sa critique de la valeur et d'autres catégories. Et donc cette critique occupe une partie assez petite en termes de pages de son ouvrage, et donc se trouve surtout dans ses écrits tardifs de l'économie politique. Donc là, il y a donc une critique négative de ces catégories. Donc la plupart de l'œuvre de Marx, au contraire, ce serait Marx exotérique, ce serait donc le Marx qui a analysé comment ces catégories de base, quelle forme phénoménale ils ont pris à son époque-là, et donc qui était surtout la lutte des classes et ses conséquences politiques. Donc il n'y a pas une véritable contradiction, mais d'une certaine manière, dans le Marx ésotérique, il y a une espèce d'analyse de la essence de la société marchande. Le Marx exotérique, on pourrait dire, pour simplifier un peu, c'est le côté phénoménal. Donc cela peut aussi dire, donc il n'y a pas. La différence entre Marx ésotérique et exotérique n'est pas chronologique, donc il n'y a pas de rupture épistémologique. Même si c'est essentiellement chez le Marx tardif qu'on trouve la critique de la valeur. Ça veut aussi dire que ce n'est pas la question entre une Marx qui a tort ou une Marx qui a raison. Donc ça veut dire ce sont plutôt deux côtés qui sont entrelacés dans toute sa production. Même dans le Capital, même dans le premier chapitre du Capital, il y a des choses qui sont plutôt Marx exotériques, parce que lorsqu'il semble dire que la valeur existait dans toutes les sociétés, assez clair schéma, et même des remarques de Marx ésotériques on les trouve un peu partout. Donc ce n'est pas ni deux phases, ni deux blocs, mais ce sont plutôt deux attitudes d'une certaine manière qui coexistent dans le même Marx. Je répète, ce n'est pas une Marx qui a raison et l'autre tort, parce qu'une Marx qui avait
compris l'essence du capitalisme, et cette essence qui aujourd'hui est devenue plus évidente, plus claire, plus visible aujourd'hui. On dit que dans la longue phase d'ascension du capitalisme, lorsque le capitalisme était encore largement mélangé à des restes pré-capitalistes et presque féodaux, puis dans cette longue phase ascendante, d'autres phénomènes en vérité secondaires, comme la lutte des classes ou la propriété privée des moyens de production, ont occupé le devant de la scène. Donc ça veut aussi dire que le marxisme traditionnel n'a pas simplement mal compris Marx. Il avait aussi raison, d'une certaine manière, avec leur lecture de Marx. Chez Marx, il y a aussi beaucoup de marxistes traditionnels. Mais cela, donc, il s'agit maintenant non pas de corriger une erreur théorique, mais essentiellement de faire un raisonnement historique sur le fait qu'aujourd'hui, pour comprendre ce que nous avons aujourd'hui, donc cette noyau de Marx ésotérique est plus utile que ces considérations sur la lutte des classes. Alors, cela signifie aussi, donc on ne peut pas du tout se préoccuper de rétablir ce que Marx a vraiment dit, donc on peut tranquillement admettre que Marx s'est trompé sur beaucoup de choses. Et c'est aussi dire qu'il n'était pas nécessaire de démontrer avec une citation, Marx a dit ceci ou cela, donc Marx n'est pas une autorité absolue sur tout. Alors, je postule, c'est vraiment clair. Et au moins, il se présente dans le cours de Marx comme un rétablissement du véritable Marx. Il m'a dit, lorsque je lui demandais, non, ce n'est pas vrai, il sait bien qu'il y a ces différentes tendances. Mais ça reste une espèce de présupposition de être chez Postole. Donc après, il ne revient presque jamais sur ce fait-là. Donc il se présente un peu comme celui qui a finalement donc, expliqué ce que Marx avait vraiment voulu dire contre toutes ces déformations marxistes. Tandis que pour cause, le marxisme avait effectivement raison, en compris dans sa lecture de Marx, au moins à un certain moment historique.